Les meilleurs spécialistes des unités parachutistes se trouvant alors retenus à Alger, l'organisation sera moins parfaite dans les départements d'Oran et de Constantine, qui n'imiteront Alger qu'avec un certain retard. Cependant, la présence à Constantine du préfet Maurice Papon, célèbre depuis pour la façon dont il organisera la répression contre les Algériens et les démocrates français, la présence à Oran du préfet Lambert, qui n'hésitera pas à faire publiquement devant la Commission internationale contre le régime concentrationnaire l'apologie de la torture, ne constitue pas un obstacle, c'est le moins que l'on puisse dire, à cette forme de répression. Des centres de tri comparables à ceux d'Alger fonctionnent un peu partout. Dans certains domaines, même l'intégration de la police et de l'armée se fait mieux qu'à Alger, où Paul Tengen avait cherché désespérément à y faire obstacle. Dans une circulaire du 11 avril 1957, Robert Lacoste écrivait : « Je signale l'intérêt qui s'attache à l'organisation de centres d'interrogatoire communs où l'armée ainsi que les différents services de police travaillent ensemble en vue d'accélérer les enquêtes préliminaires ou officieuses. De tels centres fonctionnent à Orléansville et à Constantine. Ils doivent donner satisfaction. Le centre d'Orléansville, installé dans un ancien parc à fourrage, le centre de Constantine installé dans la ferme améziane, deviendront effectivement de véritables usines à torture, où celle-ci est pratiquée scientifiquement. À cette science ne manquaient même plus les écoles. À Philippeville, le colonel Bijard créera en mai 1958 un centre d'entraînement à la guerre subversive. La torture y sera enseignée suivant les règles mêmes qu'avait proposées pour la police l'inspecteur général Vuillaume. Le système avait cependant ses lacunes et ses à-coups. Les officiers hésitaient. Dans le numéro de mars 1957 du bulletin confidentiel « Message des forces armées », on pouvait lire : « La lutte contre les cellules FLN a conduit l'officier à remplir trop souvent un rôle de policier. Certes, les directives sont restées muettes à ce sujet, mais il y aurait hypocrisie à nier l'existence de ce rôle et les graves conséquences qu'il entraîne pour le moral des officiers. La transformation d'officiers en experts du troisième degré policier, en procureurs et en exécuteurs des hautes œuvres pose un grave problème. Si certains s'accommodent de cela au nom de la nécessité, l'élite des officiers répugne à cette tâche, aussi dégradante que vaine. » Un officier devait aller plus loin. Dans une directive du 16 février 1957, le général Massu prescrivait une accentuation de l'effort policier. Le général de Bollardière, qui comme subordonné du général Massu commandait l'Atlas blindéen, rédigea le 18 février une directive d'application dans laquelle il interprétait ainsi la circulaire de Massu. La tentation à laquelle n'ont pas résisté les pays totalitaires de considérer certains procédés comme une méthode normale pour obtenir le renseignement doit être rejetée sans équivoque et ces procédés condamnés formellement. Convoqué par le général Massu, il lui dit : « Je méprise ton action. » Le général Massu condamna cette interprétation. Le général Allard, le général Salan et ses supérieurs civils couvrirent et approuvèrent le général Massu. Le général de Bollardière demanda à être relevé de son commandement. Dans Alger, au temps du général Massu, le dernier caporal parachutiste était détenteur des pouvoirs de police de la République. Dans le bled, de jeunes officiers disposent d'immenses pouvoirs.
pratiquement le droit de vie ou de mort sur de nombreuses populations. Une telle situation, à elle seule, ne pouvait ne pas poser dans son ensemble le problème du pouvoir d'État. Cela est vrai sur le plan technique comme sur le plan moral. Sur le plan technique d'abord, à Alger, le pouvoir civil s'est volatilisé. Après la démission de Paul Tedjan, les dernières forces de police dont disposaient encore les autorités préfectorales pour barrer la route à une émeute comme celle du 6 février, les compagnies républicaines de sécurité, le CRS, passent sous la tutelle de l'armée. Le préfet d'Alger, Serge Barré, sous l'autorité duquel est placé en théorie le général Massu, est en réalité un agent docile du pouvoir militaire. En fait, aucun responsable civil ne peut donner un ordre à une unité de police sans passer par le colonel commandant le secteur d'Alger-Sahel, c'est-à-dire Yves Godard. Or, grâce au DPU et aux unités territoriales, l'armée peut mobiliser en quelques heures une foule de civils en armes. Grâce au bleu de chauffe, elle peut conduire sur le forum, devant le gouvernement général, une foule de musulmans terrorisés et menacés, s'ils n'obéissent pas, d'être privés de leur carte d'identité, faute de laquelle ils sont considérés comme hors la loi et peuvent être arrêtés ou abattus comme des chiens. Sur le plan moral ensuite, investis dans les faits de pouvoir terrifiants, les officiers tortionnaires ne sont pas cependant en théorie à l'abri des lois. Il arrive qu'ils soient convoqués comme témoins devant un juge d'instruction militaire, voire dans le cas de l'affaire Audin, devant un juge civil. En France même, leurs noms sont peu à peu connus, malgré les saisies de journaux et parfois à cause d'elles. Or, si les officiers tortionnaires, ni les officiers tortionnaires, ni les généraux qui les couvrent, n'ont encore en 1957 la tranquillité et sérénité dans le crime. L'assurance d'obéir à des ordres qui étaient celles des SS et que nombre d'entre eux acquerront par la suite. Quand on lit leur écrit justificatif, on s'aperçoit qu'ils justifient la torture sans oser employer le mot. Le général Massu lui-même ne parle pas de torture ou de l'emploi de l'eau et de l'électricité comme le faisait l'inspecteur général Vuillaume, mais des méthodes d'action clandestines et contre-révolutionnaires. Encore est-il un des plus francs parmi les généraux. D'autres, tout en couvrant leurs subordonnés, n'ont pas sa relative netteté. Un exemple, dans la nuit du 14 au 15 mars 1957, à Ain Isser, en Oranie, le lieutenant Karutchit du 7e régiment d'infanterie enferme 101 suspects dans des chais à vin. Le lendemain, 41 hommes étaient morts asphyxiés. Le lieutenant Kurutchet fut inculpé mais acquitté, donc en définitive couvert. Le général Pedron, commandant le corps d'armée d'Oran, s'était contenté d'adresser, en faisant allusion à des incidents récents, une circulaire sur la salubrité des locaux d'habitation. Le lieutenant Karutché fut un des chefs de l'OAS à laquelle il adhéra par respect de la parole donnée aux musulmans. Entre parenthèses. Ces hommes liés entre eux par de terribles et d'inavouables complicités deviennent donc des conjurés. Cela est vrai au sens propre du terme. Un officier devait déclarer un jour à l'écrivain Jules Roy, lui-même ancien colonel d'aviation et pied noir, « Si le procès Audin a lieu, je connais des camarades qui ont déjà juré sur l'Évangile de ne pas dire la vérité, et qui ne la diront jamais, parce qu'ils estiment, en leur âme et conscience, que cette vérité dessert leur patrie. » Des liens inextricables finissent par unir entre spécialistes des centres de tri
artificiers du contre-terrorisme, membres des diverses équipes algéroises et parisiennes qui complotent la fin du régime. Ces hommes savent que, pour citer une formule attribuée au général de Gaulle, le pouvoir n'est plus à prendre, il est à ramasser. Que s'installe à Paris un gouvernement qui affirme vouloir négocier, ce qui remettrait immédiatement en cause le pouvoir militaire d'Alger, et ils balayeront, dans une sorte de fuite en avant, les dernières apparences du pouvoir civil. C'est ce qui se produira un soir de mai 1958. Monsieur Falin, qui se présentait devant l'Assemblée nationale dans la journée du 13 mai, passait pour un partisan de la négociation. Il n'en fallait pas plus. Le DPU mobilisa ses hommes. Un groupe de parachutistes en civil appartenant à l'appareil des colonels Godard et Trinquier, un groupe d'étudiants ayant leur tête un jeune avocat, Pierre Lagarde, ancien parachutiste, ancien tortionnaire de la Villa Cecchini, se présente devant le gouvernement général gardé par des CRS. L'état-major retire les CRS et les remplace par des parachutistes du 3e RPC, régiment de parachutistes coloniaux commandé par le colonel Trinquier. Le gouvernement général tomba, le plus facilement du monde. Les hommes de la torture ne prenaient pas le pouvoir. Ils montraient simplement qu'ils l'avaient. Cette aventure aurait-elle été possible si en France même, chez les gérants de la République, une autre histoire ne s'était déroulée, parallèle à celle que nous venons d'esquisser, s'expliquant en partie par elle, et aboutissant, elle aussi, par des chemins qui lui sont propres à la disparition de l'État républicain. C'est ce qu'il nous faut maintenant examiner. La suite, demain, vous pouvez vous abonner.